mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Oui, je disais, vous êtes bien serrés dans cet amphithéâtre, hein. C'est pas facile. Alors, on a été aux différentes composantes de l'ordre public, et puis nous avions commencé en vous parlant, j'ai commencé en vous parlant de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Impeccable. Donc, petit 1, la sécurité. Petit 1, la sécurité. La sécurité, première des, en fait, 4 textuelles plus une jurisprudentielle, composantes de l'ordre public. La sécurité, c'est l'idée que les habitants doivent vivre sans crainte d'atteinte à leur intégrité physique ou à leurs biens. Vous verrez dans la fiche de TD, l'article L2212-2 a une première phrase que je vous ai donnée avec les différentes composantes, mais est aujourd'hui aussi beaucoup plus long, avec des exemples et le fait de détailler un petit peu ce que contient chacun des éléments. La sécurité est au petit 1 de cet article, hein, parce qu'il y a l'article, puis il y a un petit 1, 2, 3, 4 après, est au petit 1 de cet article L2212-2. Alors, ça va concerner de nombreuses choses bien différentes. La première, ça va être la police de la circulation. C'est-à-dire que le maire va donc avoir pour compétence d'éviter les problèmes de sécurité que pose la circulation. C'est à ça que ça sert, l'ordre public. Ça sert, je vous le rappelle, au maire à savoir quand est-ce qu'il peut prendre des mesures restrictives de liberté. Il le peut pour la sécurité, et donc il peut réglementer la vitesse en ville. C'est comme ça qu'un maire va, par exemple, pouvoir dire que cette rue-là est à sens unique, que cette rue-là doit être limitée à 30 à l'heure, que cet endroit dans la rue va être limité à 20 à l'heure, ou même, regardez, comme à Toulouse, faire des rues partagées. Quand vous prenez la rue Pargaminière, celle qui mène à la place où vous allez tous les jeudis soirs, eh bien, la rue Pargaminière, elle est aujourd'hui pavée, elle est faite pour les piétons, elle est faite pour les vélos, elle est faite pour les trottinettes, et il y a des voitures qui peuvent y passer aussi, avec une carte que c'est plutôt des résidents, mais au fond, c'est une rue en partage de type de circulation. Cette rue en partage, eh bien, il faut en réglementer les règles. Il faut réglementer les usages, plutôt. En réglementer les usages, ça veut dire que les voitures ne vont pas aller à 50 à l'heure à cet endroit-là, à l'endroit où, par ailleurs, les piétons marchent tranquilles. Donc les piétons doivent se pousser gentiment quand une voiture arrive, les vélos doivent faire attention, et tout le monde est censé aller au même rythme. Donc dans ces rues-là, le vélo n'a pas à foncer, et je pense aux livreurs Deliveroo. Si parmi vous il y a des livreurs Deliveroo, arrêtez vos bêtises. Dans ces rues-là, comme la rue du Thor, comme toutes ces rues partagées, vous devez aller à la vitesse du piéton. Sinon, vous ne les prenez pas. Et regardez les voitures, à part ceux immatriculés 13, souvent, les voitures du 31, elles vont à la vitesse des piétons à peu près. Alors, quand on est au volant, on sait accélérer un peu, faire des bruits avec son moteur pour essayer que les piétons se poussent. Mais au fond, ça se passe plutôt pas mal. Le problème, c'est quand les gens ne connaissent pas ces règles-là. Mais, vous voyez, on peut réglementer une route en disant c'est pour tout le monde à la même vitesse. Ça veut dire qu'en fait, on impose une limite de vitesse des voitures autour de 6-10 à l'heure. C'est pas beaucoup, mais parce que c'est une route partagée. Ça, vous voyez bien que le but de réglementer ces routes-là, c'est la sécurité. Donc ça fait partie de l'ordre public, évidemment, et le maire peut prendre des mesures de ce type-là. Ça concerne aussi les couloirs de bus. Le partage des routes avec les couloirs de bus, décider qu'on fera un couloir de bus, décider qu'on fera une piste cyclable, vous voyez que tout ça est très à la mode, eh bien ça fait partie de la police. Et donc c'est bien le maire, en utilisant ce pouvoir de police municipale, qui décide le développement des pistes cyclables. Vous le voyez dans toutes les grandes villes, toutes les grandes villes, vous avez des interviews des maires qui disent « Oui, avec le Covid, on a créé X kilomètres de plus de pistes cyclables. » Oui, c'est pas seulement « on a créé » au sens « avec mon conseil, on a décidé de ça ». Non, non, en réalité, ces pistes cyclables-là, elles sont décidées, c'est le pouvoir de police du maire lui-même. Et là, vous voyez un élément de pouvoir du maire, c'est quand même un fort pouvoir. Et petite anecdote quand même, enfin, je tiens à rappeler ce que j'ai dit au premier cours, si ça, c'est pas du quotidien pour vous, je ne sais pas ce qui est du quotidien pour vous. Hein ? Les secours, on pense assez peu aux secours, mais sachez que les secours en mer, par exemple, dans les communes littorales, c'est de la compétence du maire, organiser les secours. Mettre des maîtres nageurs sauveteurs sur les plages, c'est de la police administrative. C'est préventif. L'idée n'est pas de se courir après des gens qui auraient commis des infractions. Non, l'idée, c'est de prévenir des atteintes à la sécurité.
prévenir que des gens, des adultes, des enfants se noient. Comment on fait pour prévenir que des adultes se noient? On met un maître nageur sauveteur qui va avoir deux fonctions. Une première fonction qui est d'empêcher les gens d'aller à l'eau quand le drapeau est rouge, de les prévenir quand le drapeau est orange, de leur dire n'allez pas par là parce que là il y a un courant qui est dangereux, de la prévention, donc de la police administrative, hein. Et puis aussi d'aller les sauver, et les sauver c'est aussi la police administrative. D'accord? Autre élément, le nettoyage. Enlever les encombrants des routes, sur les trottoirs, c'est de la sécurité. Si on a quelqu'un qui a déménagé, comme on trouve ça souvent dans les villes universitaires en juin, hein, et qui laisse son vieux matelas sur le bord de la route, qu'est-ce qui vous dit qu'à ce moment-là, un enfant ou une personne âgée ne va pas passer et se prendre le matelas qui va juste tomber sur eux? Atteinte à la sécurité. Et c'est pour ce type d'accident, et bien d'autres, hein, se prendre les pieds dans des choses qui traînent sur la route, etc., eh bien que la compétence du maire est de ramasser les encombrants, de ramasser les ordures qu'il y a sur la route. Il y a un septièmement dans l'article. Je vous ai dit que la sécurité, c'était surtout le 1. En fait, on va pouvoir en trouver dans d'autres détails de l'article. Il y a un septièmement que je trouve très bien écrit. Alors, je vais vous le lire. D'accord? Ça, c'est du beau droit. En toute honnêteté, c'est du beau droit. Le maire doit donc, l'ordre public, la sécurité, c'est aussi, le maire doit avoir le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. C'est beau, non? C'est largement aussi beau que le Code civil, c'est aussi bien écrit, d'accord? D'ailleurs, cette phrase-là doit dater à peu près de la même période de la Révolution, parce que c'est à la Révolution qu'on a fixé les pouvoirs du maire, même si aujourd'hui c'est dans le CGCT, c'est un texte très ancien qui date de la Révolution, 1789 si je ne m'abuse. Je ne peux pas dire de bêtises, si j'ai fait une bêtise, je l'écrirai dans la vidéo sur Internet. Vous voyez que cette histoire de sécurité, la sécurité comme élément de l'ordre public, permet de prendre un très grand nombre de mesures pour le maire. Hein. Petit 2, la salubrité. Petit 2, la salubrité. Lorsqu'on parle de salubrité, il s'agit de s'assurer qu'une personne ne tombe pas malade par manque d'hygiène. On retrouve là une approche bien souvent citadine. Hein. Les villes sont très vite insalubres si le maire ne fait rien. Alors, ce qui est amusant, et vous le constaterez très très vite, même à la lecture dans la fiche de l'article L2812.2 du CGCT, vous verrez qu'au fond, il y a des mesures prises par le maire qui, souvent, ont plusieurs objectifs d'ordre public. Il y a des objectifs qui vont être à la fois salubrité et sécurité. C'est le cas de l'enlèvement des ordures. Un peu bizarrement, c'est plutôt mis dans la sécurité dans le petit 1, mais en réalité, les ordures qui traînent, alors les encombrants, c'est plutôt de la sécurité, mais les ordures elles-mêmes, c'est plutôt de la salubrité. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse les ordures dans une ville? On le sait très très bien. On le sait à cause des grèves. Il y a eu des grèves comme ça à Naples, il y a quelques années, où il y avait des montagnes de 5 mètres d'ordures. On bloquait des routes pour pouvoir mettre toutes les ordures dans une seule route pour pas que ce soit ailleurs. Ça va très très vite. Hein, vous voyez que les ordures sont souvent ramassées dans les villes 2 à 3 fois par semaine. Vous imaginez si les énormes tombereaux de déchets ne sont pas ramassés pendant 15 jours, ça devient l'enfer. Et que se passe-t-il quand il y a des ordures partout? Il y a des rats, exactement. Il y a des rats partout. Et ça vient très vite. À Toulouse, il y a à peu près autant d'habitants que de rats. Mais on ne les voit pas. Ils sont cachés dans les égouts. Sauf que quand il y a des ordures dehors, eh bien là, ils sortent et ils mangent dehors. Voilà. Donc, voilà. Évidemment, les rats, vous avez tous en tête, en ces temps d'épidémie, les épidémies de peste qui ont eu lieu, qui étaient notamment dues aux puces sur les rats. Hein. On ne le savait pas à l'époque, mais on sait maintenant que c'est ça qui donnait la peste. Ben voilà, donc vous savez que lutter contre les poubelles, c'est lutter contre les rats, c'est donc bien une question de salubrité. Dans la salubrité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lutte contre les maladies. On va aussi éviter le développement du choléra. D'où vient le choléra? D'eau sale, d'eau qui traîne. Quand il y a une inondation, dans des pays pauvres, où il fait un petit peu chaud, le choléra, en 3-4 jours, il y a des cas de choléra. D'accord? Donc ça vient très très vite, ces épidémies, ça vient très très vite les rats dehors, ça vient très très vite les monceaux d'ordures. Et c'est un souci très très courant des maires, c'est quelque chose qui doit être organisé au quotidien. Hein? Donc,
On doit garantir une eau propre, c'est-à-dire dans nos contrées à nous et un peu partout, eh bien, garantir des égouts, un bon écoulement dans les égouts, garantir, faire des travaux contre les inondations. Il y a des endroits où, en réalité, ce qu'il faut, c'est enlever les arbres morts et les branches qui sont dans les fossés, qui fait qu'en cas d'inondation, ces arbres sont poussés vers le premier pont ou le premier obstacle et bouchent l'évacuation des eaux, et là, ça inonde partout. D'accord ? Ça fait partie de la compétence du maire. Il doit prévenir les inondations, prévenir le choléra. Alors, vous voyez que c'est à la fois sécurité et salubrité en même temps, en enlevant des fossés, les branches et tout ce qui s'y trouve. Ça va aussi être la surveillance des foires et marchés, l'hygiène et la salubrité. La surveillance des foires et marchés, eh bien, c'est de s'assurer que les produits sont consommables. Il y a quelques années, eh bien, on a obligé tous les marchands de produits frais à avoir des stands réfrigérés dans les marchés. Quand moi ou vos parents, on était plus jeunes, mais jusqu'à tard, hein, je ne sais pas de quand ça date, mais auparavant, quand on vendait sur les petits marchés des villages du fromage, on vendait directement sur la table. Voilà. À midi, on n'est pas bien sûr qu'avec les heures au soleil, ils aient été en bon état. À ma connaissance, il n'y avait pas tant de malades que ça, mais une réglementation nationale, cette fois-ci, non pas du maire, qui a imposé à ce qu'on ait des choses réfrigérées, donc avec de l'électricité qui devait venir dans les marchés, pour s'assurer que tout soit réfrigéré, pour garantir la sécurité alimentaire. Hein, vous voyez tous les enjeux alimentaires qu'il y a derrière, puisqu'on a eu pas mal de scandales autour de ça, et on voit qu'on renforce les mesures d'hygiène. Donc le maire lui-même doit prendre des mesures de ce type-là. Évidemment, c'est aussi la possibilité et l'obligation pour le maire de prendre des mesures contre toutes les épidémies et les pollutions. Alors les épidémies, on en reparlera, mais les pollutions, vous pensez par exemple à la vignette critère. Vous savez, maintenant il y a des vignettes sur les pare-brises, avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, et en cas de pollution, eh bien, les maires des grandes villes décident que ne peuvent circuler que les vignettes 0, 1, 2, 3. Si la pollution est plus importante, 0, 1, 2. D'accord ? Donc on va faire rouler les voitures les moins polluantes, et on va empêcher aux voitures les plus polluantes. Ça, le pouvoir du maire à cet égard, c'est un pouvoir de salubrité. C'est un pouvoir de qualité, pour défendre la qualité de l'air. C'est préventif de l'augmentation des problèmes de qualité de l'air. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas de problème de chaleur dans cet amphithéâtre, mais c'est vrai que vous verrez que la présidente de l'université a un pouvoir de police et qu'il y a des hypothèses dans lesquelles, eh bien, quand il fait trop chaud dans les amphithéâtres, on peut arrêter les cours. C'est arrivé en début de semaine. Le doyen de la faculté de droit de Lyon a demandé à supprimer les cours dans certains bâtiments de la fac de Lyon au président, de manière à ce que les étudiants ne puissent pas être là dans des chaleurs trop importantes avec les masques. Nous, on est tous zen, on est habitués, mais les Lyonnais, niveau chaleur, bon, c'est pas ça. Pardon aux Lyonnais. Petit 3, la tranquillité. Petit 3, la tranquillité. La tranquillité recouvre aussi différentes réalités. Encore une fois, je vous le rappelle, on est dans l'ordre public. La tranquillité fait partie de l'ordre public, ça veut dire, sur le fondement des atteintes à la tranquillité, le maire va pouvoir prendre des mesures de police, de manière très large. Il prend un peu ce qu'il veut. Je donne quelques exemples. D'abord, il s'agit d'empêcher les troubles dans la rue. Les troubles, c'est à la fois tranquillité et sécurité. Quand il y a une rixe, quand il y a une dispute, une bataille, il est évident qu'il y a des atteintes à la sécurité des gens. Le maire doit envoyer la police, il doit faire des rondes de police de manière à éviter que les gens veuillent se battre à la sortie des bars. Il y a la sécurité, mais il y a aussi la tranquillité. Là, dans le centre-ville de Toulouse, on a 120 000 étudiants. Si, une fois dans vos 5 ans d'études, vous êtes dans la rue et vous hurlez un truc, vous réveillez peut-être 3 personnes, vous dites « c'est pas grave, je suis un rebelle, je l'ai fait une fois », avec 120 000 étudiants, ceux qui ont des chambres sur la rue dans Toulouse, eh bien, sont réveillés toutes les nuits. C'est de l'atteinte à la tranquillité publique. Lourde, d'accord ? Parce qu'en fait, vous, c'est rien, mais c'est répété pour tous ceux qui y habitent. Donc là, ceux qui habitent dans des pioles qui donnent sur les rues doivent entendre d'autres étudiants hurler dans la rue à 2h du mat, 3h du mat, etc., en rentrant de soirée, éméchés. D'accord ?
eh bien, il est du pouvoir du maire d'empêcher ça, de faire des rondes, de manière à éviter que les étudiants se mettent à hurler, parce que quand ils voient un policier, tout d'un coup, ils évitent d'hurler. D'accord? Ça fait partie des pouvoirs de police administrative. C'est aussi, cette lutte contre les atteintes à la tranquillité, un moyen de lutter contre ce que les privatistes appellent les troubles du voisinage. Mais de manière globale. C'est-à-dire que le maire va prendre des mesures évitant des troubles de voisinage, en interdisant des pratiques. Beaucoup de maires réglementent ainsi la tonte du gazon ou l'abattage des arbres. Quand on tonde son gazon, on le fait avec sa tondeuse, ça fait du bruit. Et donc, on ne peut utiliser sa tondeuse, on ne peut tondre son gazon que certains jours à certaines heures. La plupart du temps, les maires font quelque chose en disant il est interdit, un arrêté disant qu'il est interdit de tondre son gazon entre 10h du soir et 9h du matin. D'accord? Ça dépend évidemment des jours aussi. S'il y a des jours où on veut plus de tranquillité, le maire peut le prévoir. On a un exemple comme ça dans un arrêt du 2 juillet 1997, Conseil d'État, 2 juillet 1997. Ah, oui, ça ne va pas marcher ça. BRIC, B-R-I-C-Q. Bon, mais je n'ai pas de craie, c'est pas grave. B-R-I-C-Q, BRIC, 2 juillet 1997. En l'espèce, le maire interdit de tondre les dimanches et jours fériés du 1er mai au 31 octobre dans sa commune. 1er au 31 octobre, il faut reconnaître que l'hiver, l'herbe ne pousse pas et par conséquent, on n'a pas besoin d'interdire la tonte puisque personne ne veut tondre de l'herbe qui ne pousse pas. D'accord? Voilà. Il existe aussi, c'est assez amusant à noter, toute une jurisprudence et des textes autour des églises. Encore une fois, dans la tranquillité. Pourquoi des églises? Parce qu'elles ont des cloches. Et que les cloches, ça fait du bruit. Alors les textes distinguent deux choses. Ils distinguent les sonneries civiles, parmi lesquelles il y a le fait que les cloches sonnent les heures. Souvent, on a une cloche par heure, donc à 5 heures, ça sonne 5 fois. Et puis, même les demi-heures, avec une petite cloche qui sonne à chaque demi-heure. Il y a même des églises où ça sonne tous les quarts d'heure. Voilà. C'est un peu pour vous rappeler, ça fait un quart d'heure que vous êtes sur votre portable au lieu de travailler. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Il y a aussi, dans les sonneries civiles, le tocsin. On ne l'emploie plus beaucoup, c'est quand on est attaqué. Alors, c'est une sonnerie qui dit « Attention, on est en train de nous attaquer ». Aucun d'entre nous ne pourrait reconnaître le tocsin, j'en suis conscient, on n'a jamais été attaqué, donc on ne sait pas, mais c'est une sonnerie qui existe. Et puis, on distingue donc ces sonneries civiles des sonneries religieuses. Sonneries religieuses à chaque office. Alors, vous comprenez plus vite la question de l'importance de ces sonneries et de leur réglementation quand vous savez que quand c'est « sonner les matines », vous connaissez la chanson « Sonner les matines », voilà, et bien les matines, c'est à minuit. Donc c'est sûr que si on sonne les matines à minuit alors que vous êtes endormi depuis une demi-heure ou une heure, il est évident que vous n'êtes pas très content d'habiter près de l'église et donc il va falloir s'occuper de réglementer ces sonneries. Surtout si on sonne les matines à minuit, les complis avant de se coucher, bref, toutes les sonneries qui existent dans l'église catholique. Alors la jurisprudence prend en compte plusieurs éléments. Elle va prendre en compte les traditions locales, mais aussi les volontés exprimées par les habitants. Qui est-ce qui va décider de ces sonneries? Eh bien, les choses sont assez simples. Les sonneries civiles sont décidées par le maire, et les sonneries religieuses sont décidées par l'autorité religieuse. La plupart du temps en France, il va s'agir d'églises catholiques, et donc par le curé, pour le dire simplement. Ces jurisprudences-là ne s'appliquent pas du tout qu'aux églises, vous le comprenez, qu'à l'église catholique plutôt, qu'aux églises au sens bâtiment. Toutes les églises qui ont des sonneries ou équivalents vont être soumises à cette réglementation, bien entendu. Pour ce qui est des sonneries religieuses, l'autorité religieuse les décide, mais le maire a le droit
de les interdire s'il y a trouble à la tranquillité. Précisément parce que ça fait partie de l'ordre public. Cette situation n'est pourtant pas véritablement réglementée par le CGCT, mais par la fameuse loi du 9 décembre 1905. Que dit cette loi de 1905? Elle prévoit que, je vous le cite, ouvrez les guillemets, les sonneries des cloches sont réglées par arrêté municipal. Donc on a bien un pouvoir du maire de prendre un arrêté disant telle église sonnera comme ça, telle église sonnera comme ça. Donc les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, après demande du curé lorsqu'il s'agit d'une sonnerie religieuse. Et, virgule, en cas de désaccord entre le maire, et, virgule, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, et en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, virgule, par arrêté préfectoral. Ça vous fait évidemment penser à Pépone et Don Camillo. Vous avez déjà vu ces films qui passent régulièrement l'été en noir et blanc? C'est un petit village italien où vous avez le curé qui se bat avec le maire communiste. C'est très marqué par l'époque. C'était très très drôle à l'époque, aujourd'hui un peu moins, mais il y a un caractère historique intéressant pour nous. Lorsque des dommages sont causés par ces sonneries, diurnes ou nocturnes, la nuit ou le jour, eh bien, on peut engager la responsabilité de l'administration. On peut engager la responsabilité de l'administration. Je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas comprendre, mais quand vous relirez votre cours après avoir fait le droit de la responsabilité, vous le comprendrez. C'est une responsabilité qui n'est pas fondée sur la faute. D'accord ? Ce n'est pas une responsabilité pour faute, c'est une responsabilité pour dommage anormal et spécial. Pas une responsabilité pour faute. En fait, on ne va pas dire il y a une faute de la mairie d'avoir fait les sonneries, donc j'engage la responsabilité. Mais on va dire, moi j'ai subi un dommage anormal et spécial, mettez-le entre guillemets, anormal et spécial, hein, c'est un terme juridique, et par conséquent, je dois être indemnisé. L'idée, c'est par exemple quelqu'un qui travaille de nuit parce qu'il travaille à l'hôpital, et le maire ne veut pas changer les sonneries de cloche alors qu'il habite juste à côté et que nécessairement ça le réveille. Et par conséquent, eh bien, lui ne peut plus dormir, il a des problèmes et il se met à avoir des troubles. Et là, il peut demander une indemnité au maire. D'accord ? Ce n'est pas tous les jours, je ne vous le cache pas. Arrêt 1 étoile, je ne vous ai pas encore donné d'arrêt 1 étoile, un arrêt qui, si vous voulez, vous allez le voir et vous voyez le cas en particulier. Conseil d'État, 20 octobre 1976. Conseil d'État, 20 octobre 1976. Commune de Treigny-Perreuse. T-R-E-I-G-N-Y. Commune de Treigny, T-R-E-I-G-N-Y-Perreuse. P-E-2-R-E-U-S-E. P-E-2-R-E-U-S-E. Petit 4, la moralité. La moralité. Alors, il y a une différence entre la moralité et les cas d'avant. Les cas d'avant, vous voyez, c'est ce qu'on peut appeler des atteintes matérielles à l'ordre public. Concrètement, on voit l'atteinte. L'atteinte à la moralité, il y a un aspect immatériel. Et dans l'ordre public, on va avoir les atteintes matérielles et immatérielles. C'est un peu compliqué. La moralité, on ne peut pas dire que quelque chose est nécessairement immoral. Et donc, on a un élément subjectif dans le côté immatériel. Vous verrez dans la fiche de TD des documents à propos de cette distinction ordre public matériel, ordre public immatériel. Alors, la moralité, c'est, quand on y réfléchit, un peu délicat. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que c'est un élément de l'ordre public. Que donc, le maire peut prendre des mesures qui portent atteinte aux libertés pour défendre la moralité. Ça peut quand même aller assez loin, ces histoires-là. Si on pousse un petit peu cette idée, ça veut dire que le maire a des pouvoirs de limiter les libertés pour mettre en place un ordre moral.
Alors si on pousse les choses un peu à bout, imaginez ce qu'un maire extrémiste religieux pourrait imposer si il utilisait ses pouvoirs de police en disant ça, je trouve ça immoral. Et vous voyez les difficultés que ça pourrait poser en termes d'égalité homme-femme, ce qui est une constante de la plupart des religions, ou en termes de tenue vestimentaire, ou en termes d'autorisation de sortir, ou etc., etc. Donc la question, c'est est-ce que le droit administratif, par la police administrative, laisserait vraiment un maire extrémiste religieux imposer un ordre moral? Heureusement, non. Ça veut dire qu'il faut qu'on précise un petit peu ce que c'est que cette moralité. La moralité, le juge va en réalité se référer à un standard. Qu'est-ce que c'est qu'un standard? C'est quelque chose de raisonnable. Qu'est-ce qu'un individu moyen va considérer comme immoral? Qu'est-ce qu'un individu moyen va considérer comme immoral? Alors il est évident que si une religion nous imposait imposer tous les hommes à avoir un chapeau avec des grelots, eh bien, dans une commune, une espèce de secte un peu bizarre, il est évident que le Conseil d'État dirait que, non, la moralité ne commande pas que pour telle religion, tous les habitants, y compris qui ne sont pas de cette religion, aient ce chapeau avec des grelots partout, et que, il annulerait l'arrêté du maire imposant de porter des chapeaux à grelots dans sa commune. D'accord? Heureusement qu'il annulerait ça. D'accord? Alors, ce standard, un peu comme, vous savez, ça a disparu du Code civil, mais la référence au bon père de famille. Que pense le bon père ou la bonne mère de famille? Que pense l'individu normal? Est-ce que lui trouve ça moral ou pas? Ça ne résout pas tous nos problèmes. Parce que quand on prend un individu normal, un individu classique, on va déjà avoir des différentes appréciations morales. Il y a ceux qui sont religieux, mais ceux qui ne sont pas religieux du tout. Il y a ceux qui ont des valeurs morales qui n'ont pas de lien avec les religions, mais qui vont trouver ça pas bien et ça bien, alors que d'autres vont trouver l'inverse. Est-ce que ce serait normal de dire qu'on doit porter une cravate à tel endroit? Certains diraient oui, quand même, c'est indispensable. Et puis d'autres diraient non, aujourd'hui on ne porte plus de cravate. Donc qu'est-ce que pense vraiment l'individu moyen? Vous voyez que c'est compliqué. Et le juge administratif va avoir des difficultés, ou à chaque fois une appréciation un peu particulière, la plus mesurée possible, la moins attentatoire possible aux libertés. D'accord? Alors, ça évolue aussi beaucoup dans le temps. Et oui, si dans les années 30, on avait mis une de nos fameuses publicités pour parfum, avec une femme nue, est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas considéré ça comme complètement immoral? Et est-ce que le maire n'aurait pas été légitime à faire supprimer cette publicité des murs de la ville? Si, bien sûr. Il y a d'ailleurs des évolutions récentes. Vous remarquez qu'au fond, il y a un petit peu de retour à la moralité sous l'idée d'une égalité homme-femme. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a autant de publicités avec des femmes nues en 4x3 qu'il y a une quinzaine d'années? Non. Il y en a moins. D'accord? Et à l'inverse, on a arrivé, ne rougissez pas mesdames, des publicités avec des hommes nus de dos aux fesses galbées qui sont arrivés. Et là encore, vous voyez que c'est l'égalité homme-femme qui, les marques, pour ne pas passer pour machistes, se sont mis à dire, puisque l'air de rien, on sait qu'on vend plus avec des femmes nues, si on ne veut pas être machiste, quel est le seul moyen de continuer à vendre avec des femmes nues? C'est de temps en temps de mettre aussi des hommes à poil en 4x3. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est immoral? Vous avez sûrement, vous, des opinions, oui, c'est immoral, non, c'est normal. Regardez d'ailleurs le débat de cet été. On est en pure police administrative. Vous avez peut-être vu que des gendarmes, qui n'étaient pas des gendarmes de métier, qui étaient des réservistes, c'est un phénomène qui a été ponctuel, on ne peut pas en faire du tout une généralité. Mais il y a eu un petit débat, un petit buzz autour de gendarmes qui sont allés demander à des femmes sur la plage de remettre leur haut parce qu'elles étaient seins nus. Dans les années 60, les jupes étaient là
et dans les 70, les femmes étaient seins nus sur la plage. Est-ce que 50 ans plus tard, il y a un ordre moral qui revient et on doit aller dire aux femmes de se rhabiller quand elles sont sur la plage? Moi, mon opinion, qui a peu d'importance, mais c'est pour avoir un cas, moi je trouve pas du tout. Les femmes se mettent seins nus sur la plage si elles en ont envie. Je trouve hallucinant qu'on puisse leur en empêcher. Il n'y a pas d'atteinte à la moralité aujourd'hui de voir les seins d'une femme. On peut ne pas le vouloir, mais on s'en éloigne. Elle a la liberté. Voilà. À l'inverse, je suis d'accord, une femme serait complètement nue sur une plage, pas nudiste, où là on dit vraiment on autorise ça, et bien pour moi il y a un attentat à la pudeur pour les enfants qui seraient un peu choqués de voir une femme complètement nue. Un homme pareil. D'accord? Vous voyez que ces aspects moraux, quand je vous dis ça, je ne vous le dis pas pour vous donner mon opinion, je vous le dis pour que dans vos têtes vous vous disiez ah, mais je suis d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. Ben, vous voyez bien que si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un de ces points, ben, c'est bien que la moralité, c'est compliqué à juger. Voilà. Parce qu'on a des opinions un peu différentes. OK? Alors vous verrez dans la fiche de TD, il y a quelque chose d'assez amusant que j'ai mis, un panneau dans la ville de Nice sur comment il fallait s'habiller à la plage au XIXe siècle à Nice. Et vous verrez, vous pourrez faire le parallèle dans votre tête avec le burkini. Aujourd'hui, ben, il y a une partie de gens, souvent très militants, qui voudraient qu'on mette un burkini à la plage, ou être au moins autorisé à mettre un burkini à la plage en disant « non, je fais ce que je veux ». On voit bien le caractère militant de ceux qui veulent faire ça. Mais au fond, ça veut dire un retour à une morale qu'on avait un petit peu au XIXe siècle, parce que ce que demande le maire de Nice, c'est pas loin d'un habit qui, aujourd'hui, pourrait être quelque chose aussi couvrant que le burkini. D'accord? Parce que la moralité évolue. Alors, si vous avez une vision un peu ascendante de la moralité, en disant « bah oui, on est plus libéré, c'est mieux bah, », vous trouverez que ces retours en arrière sont catastrophiques. Mais il faut relativiser tout ça, en tout cas, ça mérite d'être pensé. Il n'y a pas de solution. Je ne pense pas qu'il y ait de solution. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à penser automatiquement. Je ne pense même pas nécessairement qu'il y ait de logique. On pourrait être contre quelque chose et pour quelque chose, c'est très libéral sur un point, pas du tout sur un autre. Mais au moins, ça vous permet, vous, de réfléchir à ce qu'est la moralité, non pas tellement pour vous, mais parce qu'elle a un impact en droit. L'une des 4 composantes classiques de l'ordre public en droit administratif, qui permet de prendre des mesures restrictives de liberté, c'est la moralité. Donc la moralité, c'est une donnée juridique. Donc comme juriste, vous devez la penser. D'accord? Il y a un grand arrêt en la matière. Un grand arrêt qui est au Gaja, que vous devrez lire. Conseil d'État, section. Alors je ne vous ai pas encore expliqué ce que je mettais après. Parfois, je vous dis section ou assemblée. Alors, pour simplifier, le Conseil d'État a une section du contentieux qui est divisée en chambres, qu'on appelait avant sous-sections. Ces chambres, elles sont spécialisées dans des matières. Quand il y a une toute petite affaire de rien du tout qui monte au Conseil d'État, elle est gérée par une seule chambre qui s'en occupe, qui rend le jugement, rend l'arrêt, la décision. Et puis, lorsque c'est sur 2 matières, ou un petit peu plus compliqué, on a 2 ou 3 chambres réunies, d'accord, qui vont juger l'affaire. Et puis, il y a 2 cas un peu particuliers. Quand c'est une affaire qui a une grande importance juridique, il faut vraiment poser une notion. Alors, on va réunir, pour simplifier, tous les gens importants de toutes les chambres. On va appeler ça la section du contentieux. Donc les arrêts où je dirais Conseil d'État, section, vous marquez CE, secte, et secte, ça veut dire c'est un arrêt qui a une grande importance juridique. Et ensuite, au-dessus, on réunit toutes les têtes du Conseil d'État, y compris les sections administratives qui conseillent l'État, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle un arrêt d'assemblée. Et les arrêts d'assemblée, c'est des arrêts qui ont une dimension politique. On le verra quand on fera la laïcité. Par exemple, il y a un arrêt sur le port du voile à l'école. L'arrêt sur le port du voile à l'école, c'est un arrêt d'assemblée, parce qu'on voit bien la dimension politique. Là, on va avoir un arrêt sur des questions de moralité, comment on prend en compte la moralité, on voit que c'est une question plus juridique, et donc ce sera un arrêt de section. D'accord? C'est compris? Donc notez quand même quand c'est section ou assemblée, quand je vous le dis, parce que ça veut dire que ce sont des arrêts plus importants que les autres. Donc, Conseil d'État, section, 18 décembre 1959, Société des films Lutetia. L-U-T-E-T-I-A. L-U-T-E-T-I-A et non pas C-I-A. Dans les copies, je vois trop de Lutetia avec un C. Donc L-U-T-E-T-I-A. Conseil d'État, section, 18 décembre 59, Société des films Lutetia. De quoi s'agissait-il? Chers étudiants, nous sommes sur la Côte d'Azur. Nous sommes à Nice, ville de la
balade des Anglais. Et le maire de Nice, comme aujourd'hui du reste, a toujours été à cheval sur ses pouvoirs de police qu'il utilise de manière assez poussée. Et le maire de Nice actuel se fait de temps en temps sanctionner par la juridiction administrative pour avoir pris des mesures de police trop poussées, on verra comment. Et à l'époque, eh bien aussi, le maire de Nice prend une mesure un peu radicale. On le verra, tous les films qui sortent ont un visa d'exploitation nationale. Le ministère va dire « oui, il peut sortir ». On verra pourquoi. Mais le maire a lui aussi un pouvoir de police sur la moralité. Et le maire de Nice, en l'occurrence, nous sommes en 1954, a interdit que les salles de cinéma projettent un film qui s'appelle « Le feu dans la peau ». Vous imaginez donc de quel genre de film il s'agit, et en réalité, vous vous trompez un peu. Honnêtement, Le feu dans la peau, c'est moins qu'une série Disney Channel aujourd'hui. Mais c'est un film qui faisait un peu scandale à l'époque. Et donc, c'est un film de Marcel Blisten, dont vous pourrez voir quelques extraits sur Internet, j'imagine. Donc, Le feu dans la peau est interdit par le maire de Nice. Que dit le maire de Nice? Il dit « Ce film a bien reçu un visa d'exploitation du ministère de la Culture, il peut donc normalement être diffusé dans les salles de cinéma. Il n'a pas besoin d'être diffusé dans les salles de cinéma un peu spéciales comme ça existe, on en parlera, mais moi, maire de Nice, je le trouve immoral. Et comme je le trouve immoral, eh bien, je vais l'interdire dans ma commune. » Que dit le Conseil d'État? Un peu ennuyé. Et il va dire, ça dépend. Un maire peut bien interdire un film, y compris lorsqu'il a été autorisé au niveau national, mais seulement en cas de circonstances locales particulières. Et en l'occurrence, circonstances locales particulières, c'est la population niçoise, qui est un peu plus vieille que la moyenne. Alors aujourd'hui, vous comprenez bien que les circonstances locales particulières ne sont pas souvent réunies, notamment pour les films. Comment est-ce qu'on regarde des films aujourd'hui? Alors oui, il y a les films qui sortent en salle. Mais la possibilité de se déplacer aujourd'hui est telle, par les voitures, par les transports en commun, etc., qu'honnêtement, si ce n'est pas dans les salles de cinéma de votre ville, vous pouvez très bien aller dans la ville d'à côté. On ne peut pas vraiment dire que ça vous empêche de voir le film. Par ailleurs, ce film, la plupart du temps, quelques mois plus tard, il va être sur les plateformes de streaming. Et si vous avez un peu de chance, que vous êtes un peu débrouillard et que l'illégalité ne vous trouble pas plus que ça, vous savez aussi que vous pouvez le trouver sur des plateformes de streaming illégales au moment même où il sort et parfois avant. Donc en réalité, la circonstance locale particulière ne fonctionne plus très bien, le juge ne la reconnaît quasiment jamais. On a un autre arrêt, aussi sur les films, qui va dans ce sens d'une restriction. On n'est plus en 1954, on est en 1985. Conseil d'État, il y a 3 étoiles pour le premier film. Hein. Pour les deux arrêts-là, c'est 3 étoiles. Conseil d'État, 26 juillet 1985, ville d'Aix-en-Provence. Conseil d'État, 26 juillet 1985, ville d'Aix-en-Provence contre Société Gaumont, la société de distribution de films. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un autre film un peu scandaleux, là pour les mêmes raisons. Un film qui s'appelle Le Pullover rouge. Le Pullover rouge. Il ne s'agit pas d'un cours de couture, malheureusement, mais bien d'un film à propos de l'affaire Ranucci. R-A-N-U-2-C-I. Une affaire très triste. Je vous ai mis le teaser, comme on dit aujourd'hui, le teaser du film Le Pullover rouge sur Moodle. Donc vous allez voir les images, vous allez voir de quoi il retourne. L'affaire Ranucci, c'est un peu triste, c'est l'un des derniers guillotinés en France. Il a été guillotiné, ça va vous toucher peut-être à 22 ans, 2 ans après un crime qui a eu lieu en 1974. Il s'agissait du meurtre d'une petite fille de 8 ans, et à côté du corps de la petite fille, on a retrouvé un fameux pullover rouge.
Et le pullover rouge constitue la principale preuve, la principale pièce à conviction qui a permis de dire, à la cour d'assises, de dire que Ranucci était coupable. Et vous savez comment les tenants de la peine de mort, à chaque fois, soulèvent ce chiffon rouge de « oui, mais quand c'est un enfant, là, c'est vraiment horrible ». Eh bien là, Ranucci a été condamné à la peine de mort. En France, la peine de mort, vous le savez, quand elle existait, c'était la guillotine. Donc dans la cour de la prison, on montait une guillotine, et puis on coupait la tête. La guillotine est à la fois atroce, elle nous renvoie à la Révolution française, et même plus précisément à 1792 et à la Terreur. Mais il faut bien dire que c'est mieux que d'autres morts, parce qu'il y a assez peu d'erreurs, et on coupe assez vite la tête, et on meurt assez vite sans souffrir. Je ne parle pas de la montée sur l'échafaud, qui est absolument atroce. Si d'ailleurs vous voulez savoir comment se passe une montée sur l'échafaud, je vous invite à lire Dostoïevski, qui l'a vécu, et qui le décrit dans un de ses romans. Donc Ranucci monte sur l'échafaud, se fait couper la tête, et le film présente Ranucci comme innocent. Le film laisse entendre que Ranucci n'a pas du tout commis le crime, qu'il a subi une erreur judiciaire. Il se trouve que la cour d'assises qui a condamné Ranucci était la cour d'Aix-en-Provence. Et le film devait donc être diffusé aussi à Aix-en-Provence. Le maire s'est dit que là, il y avait des possibles atteintes à l'ordre public. Et notamment que les jurés de l'époque allaient pouvoir être mis à mal par le fait que le film était à charge et considérait qu'il était innocent, que donc il l'avait condamné à mort, à tort, à 22 ans. Il a donc demandé à ce que le film ne soit pas diffusé à Aix-en-Provence. Le Conseil d'État a censuré. Il a annulé la décision du maire en mettant en place des conditions beaucoup plus strictes des circonstances locales. Et ce que je vous disais, la possibilité de voir le film autrement, de toute façon, etc., conduit à le fait que ces circonstances locales vont être de moins en moins reconnues en droit administratif, même si on ne peut pas dire qu'il y a eu un revirement de jurisprudence et que Société Lutetia n'est plus du droit positif, c'est encore du droit positif, mais ça a été nuancé par la suite. Reconnaître des circonstances locales va être beaucoup plus rare. On a malgré tout des cas. Alors, par exemple, le Conseil d'État a validé l'interdiction d'un sex shop à Lyon. Un sex shop voulait s'ouvrir et le maire a interdit le sex shop. Pourquoi? Parce qu'il était juste à côté du mémorial de la Résistance. Alors là, on comprend mieux les circonstances locales. C'est pas que le maire fasse une question de moralité, le sex shop, c'est mal. C'est pas du tout ce que pense le maire du sex shop. D'ailleurs, on n'en a rien à faire, il faut être honnête. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce sex shop, je suis pas contre, mais pas à côté d'un mémorial de la Résistance, ça se fait pas. Là, c'est immoral, en raison de quoi? Des circonstances locales. Localement, c'est à côté du sex shop, donc non. Mais sinon, non. Vous voyez les circonstances locales, comment elles sont analysées maintenant? Voilà, ça c'est reconnu. Conseil d'État, un arrêt une étoile aussi, mais qui est intéressant, donc je vous le cite. Conseil d'État, 11 mai 1971, ville de Lyon. Conseil d'État, 11 mai 1971, ville de Lyon. Petit 5, le respect de la dignité humaine. Petit 5, le respect de la dignité humaine. Et là, je vais être obligé de vous parler d'un arrêt qui a des chances de vous rester un petit peu et qui vous fera comprendre un certain nombre de mèmes sur Twitter, bordel de droit, etc. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un arrêt du Conseil d'État d'Assemblée, la plus haute formation du Conseil d'État, Assemblée, 27 octobre 1995, commune de Morsan-sur-Orge. M-O-R-S-A-N-G, Morsan-sur-Orge. 27 octobre 1995, commune de Morsan-sur-Orge. Celui-là, bizarrement, à l'oral, il reste un peu. De quoi s'agit-il? Il s'agit aussi d'un arrêt qui va vous permettre de mieux comprendre le Seigneur des Anneaux. Eh oui, lors de l'assaut du gouffre de Helm, qui doit être le deuxième épisode
le deuxième tome, pour être plus... Mais ça n'est pas du tout dans le livre, c'est un ajout dans le film de Peter Jackson. Dans les années 90, comme ça, venu d'Australie d'ailleurs, il y avait une activité dans les boîtes qui était le lancer de nains. Qu'est-ce que c'est que cette activité de lancer de nains? Vous avez donc une personne de petite taille, on ne va pas tourner autour du pot, un nain, qui se retrouve harnaché, habillé à peu près comme un footballeur américain. Sauf que le footballeur américain, il fait souvent 2 mètres. Harnaché comme un footballeur américain, avec des épaulettes, des renforts partout, un casque, et même parfois, c'est souvent un casque avec une grille, comme les joueurs de hockey qui sont dans les buts, ou voilà. En bref, pour simplifier, bien protégé. La différence entre son habit et celui du footballeur américain est que dans son dos, on va trouver des poignets. Mais que fait-il avec des poignets dans le dos? Eh bien précisément, c'est pour que ceux qui viennent s'amuser dans la boîte puissent le prendre par les poignets dans le dos, et puis le balancer et faire un concours de celui qui lance le nain le plus loin possible, un peu comme un lancer de poids, mais avec un nain. D'accord? Donc, on prend le nain comme ça, on fait 1, 2, et hop, on lance le nain le plus loin possible. Ça ne va pas très loin, un nain. Donc, on peut faire ça dans une boîte. Pas besoin d'un stade ou quoi que ce soit. Je suis sûr que cette activité vous choque un peu. Elle est pour le moins limite pour tout le monde. Je doute même que dans l'amphithéâtre, il y ait quelqu'un qui la trouve vraiment très drôle. On rit parce qu'elle est un peu choquante et qu'elle est un peu bizarre. On se demande dans quel esprit, comment dire, perturbé, un gars peut s'être dit « Tiens, mais si on lançait un nain ?» Alors, la référence dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que dans le gouffre de Helm, à un moment, Aragorn et Gimli contournent la bataille pour aller défendre la porte, et Gimli ne peut pas sauter, et il dit à Aragorn « Lance-moi, lance-moi. » Ah bon, t'es sûr? Oui, lance-moi. Et hop, Aragorn lance Gimli au milieu de la bataille. Vous verrez ça en revoyant l'épisode. Que fait le maire de Morsan-sur-Orge? Le maire de Morsan-sur-Orge va interdire cette activité. Il va interdire cette activité en considérant qu'elle est contraire à la dignité humaine. Le nain va contester cette décision. Le nain va dire « Mais non, mais pas du tout. Mais moi, c'est mon gagne-pain. Je gagne ma vie grâce à ça. Non seulement je gagne ma vie, et je la gagne manifestement plutôt pas mal, mais en plus de ça, je me fais absolument pas mal. Moi, je le vis très bien. Et par ailleurs, ça me donne même un peu de gloire. On est dans un endroit où le chômage est important, etc. Et il dit, mais moi, tout le monde me connaît. Je suis le nain de la boîte de nuit. En fait, vous dites que c'est pas bien, mais moi, je suis une star locale. Et je suis heureux d'être une star locale. Vous n'aurez pas de mal à voir tout ça, puisque sur Moodle, je vous ai mis une interview du nain et un article où il défend sa position. Donc, vous allez voir la vidéo, vous allez voir l'article où il défend sa position, et vous allez, en bonne conscience, dites le pauvre nain qui subit ça obligatoirement. Mais non, vous allez voir, le nain, il est trop bien pour. Il dit, non, mais attendez, arrêtez. Donc, il est tellement peu content de s'être fait virer par la boîte à cause de la décision du maire, qu'est-ce qu'il fait? Il va au contentieux. Il va au tribunal administratif, puis ça monte au Conseil d'État. Que dit le Conseil d'État? Le Conseil d'État donne raison à la commune. Contre le nain. Contre la boîte de nuit. Comment le justifie-t-il? Il le justifie en disant que le lancer de nain porte atteinte à la dignité humaine. Il précise que le respect de la dignité humaine
est une composante de l'ordre public. Pourquoi est-ce qu'il utilise? Donc il invente, il crée une nouvelle composante à l'ordre public. Il y avait les 4 dans l'article L. 2212-2. Il en crée une 5e qui est le respect de la dignité humaine. Pourquoi est-ce qu'il la crée? Et pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas? Quelle autre il aurait pu utiliser? La moralité. Il aurait pu dire, moi je trouve ça immoral. Eh bien, il dit que les atteintes à la dignité humaine peuvent justifier des mesures du maire, y compris en l'absence de circonstances locales particulières. Alors, c'est l'occasion pour moi d'essayer de vous montrer comment on peut faire un commentaire d'arrêt. Ce qu'on peut en dire de cet arrêt. C'est facile pour moi parce que l'arrêt communément censure-orge, je vous le dis, pour moi c'est le plus idiot de tout le contentieux administratif. Je le trouve complètement imbécile cet arrêt. Je vois vos sourcils se froncer, me regarder en vous disant « c'est pas possible, il ne fait pas partie de ces profs de droit qui ont lancé des nains ». Non. Soyons clairs, je suis contre le lancer de nains. Je trouve ça mal, pas bien, je trouve ça pas moral. Mais, c'est la justification qui ne me plaît pas. La dignité humaine, on voit que c'est très fort. Le mot est fort. Et c'est précisément pour ça que le Conseil d'État l'utilise. Dignité humaine, ça veut dire que faire ça, c'est contraire au respect que l'on doit à tous les êtres humains. On est d'accord? C'est ça, la dignité humaine. C'est pour ça que c'est plus fort que la moralité. La moralité, c'est un peu fluctuant. Ça change selon les endroits. Aux États-Unis, on n'a pas la même moralité que chez nous. Ça change selon les époques, on l'a vu. Les affiches en 1930 qui ne peuvent pas être les mêmes qu'aujourd'hui. La dignité humaine, c'est comme un droit de l'homme. C'est l'idée que c'est consubstantiel à l'homme. On ne peut pas refuser la propre dignité qui est due au fait qu'on soit un être humain. Lancer de nain. Lancer de nain, dignité humaine. Est-ce que ce n'est pas un peu fort pour simplement un lancer de nain? Si vous me demandez, moi, ce que je trouve contraire à la dignité humaine, j'en ai des palanquets de trucs contraires à la dignité humaine. Pas le lancer de nain. Par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas la prostitution? Est-ce qu'au fond, le fait qu'on dise une femme ou un homme vendent son corps, souvent dans des conditions sociales très particulières? Je veux bien que certaines femmes, il y a une journaliste, il n'y a pas trop longtemps, une écrivain, qui exprès est allée, plusieurs mois ou un an, ou même plus que ça, dans une maison close, pour voir ce que c'était que la vie de prostituée. Elle dit qu'elle a aimé ça, qu'une partie de ce métier lui plaisait d'être prostituée, pas que le bon salaire. Et elle-même, en tant qu'écrivain ou journaliste, n'avait pas besoin de ça pour vivre. Elle avait d'autres métiers. Mais on peut considérer que le simple fait de se considérer comme être humain devrait empêcher qu'on puisse vendre son corps. D'accord? Mais ça veut dire que, en fait, quand on qualifie d'idée humaine, il n'y a pas de débat. C'est quelque chose de philosophique sans débat. On ne peut pas en parler, on ne peut pas contester. Donc ça voudrait dire qu'il faut interdire toute forme de prostitution parce que c'est contraire à la dignité humaine. Alors vous voyez, l'enjeu de ça, c'est qu'en fait ça ne se discute pas la dignité humaine, ça n'évolue pas. Et donc dire que lancer de nain est contraire à la dignité humaine, je suis d'accord que ça ne se fait pas, mais n'empêche que, eh bien, ça peut au moins se discuter. On peut au moins en parler. On peut au moins avoir l'avis du nain qui est lancé. On peut avoir l'avis d'autres nains. Est-ce qu'ils se sentent ou pas atteints dans leur dignité d'être humain? À l'époque, ça vous fait rigoler, mais Mimi Mati s'était exprimée. En disant qu'elle trouvait ça dingue en tant que personne de petite taille, on accepte de se faire lancer et que c'est comme porter atteinte à tous les nains. D'accord? Vous voyez l'enjeu. Alors, est-ce qu'on doit tomber dans une situation qui est presque morale, où on part du principe que plein de choses sont interdites dès lors qu'on les qualifie de contraires à la dignité humaine? Donc je trouve que
trop fort comme qualification. Ensuite, à mon sens, ce n'était pas utile. On pouvait dire que c'était immoral. Et dire que c'était immoral, on pouvait ne pas prendre en compte la situation locale. Il suffit que les jurisprudences ne disent pas, pour la moralité, il faut qu'il y ait quelque chose de localement particulier. Il suffit qu'elles disent, quand c'est une forte atteinte, il y a une telle atteinte à la moralité, que même en l'absence de circonstances locales particulières, je peux interdire le lancer de nain, le maire peut interdire le lancer de nain. D'accord ? Ça me paraîtrait déjà beaucoup plus logique, beaucoup plus nuancé comme jurisprudence. Par ailleurs, cette jurisprudence, elle n'est pas si utile. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lancer un nain? Est-ce qu'une boîte pourrait, avec un nain volontaire, se mettre à faire des lancers de nains? Ben oui. En réalité, oui, l'arrêt n'interdit pas globalement, même en disant que c'est contraire à la dignité humaine, il n'interdit pas globalement. Si un nain se fait lancer aujourd'hui dans une boîte de nuit, et que le maire, lui, n'est pas choqué, d'accord, que personne ne lui demande d'interdire le lancer de nain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a l'activité de lancer de nain dans la boîte, tout simplement. Il n'y a pas un texte de loi qui interdit le lancer de nain. D'ailleurs, vous imaginez l'étendue de notre démocratie s'il y avait des textes de loi qui interdisaient tout ce qu'on peut considérer comme contraire à la dignité humaine. Il y a quand même beaucoup de choses qui seraient interdites. Et moralité, cet arrêt qui dit si fort, le lancer de nain c'est atroce, en fait, il a assez peu d'effet. En pratique, il n'y a pas de lancer de nain, donc il a de l'effet en pratique. Mais il n'y a pas d'interdiction réelle du lancer de nain en France. Vous voyez, quand on analyse l'arrêt de manière un peu plus juridique, qu'on trouve qu'il y aurait d'autres solutions possibles, qu'on trouve que le lancer de nain, ce n'est pas nécessairement si contraire à une dignité de l'homme, vous serez plus sensible après avoir entendu l'avis de M. Wackerman, qui était le nain qui a été lancé. Depuis, elle a été détruite. Le gars, il était au chômage, il avait une petite vie, et il ne s'est jamais remis de cette décision. Est-ce que c'était justifié? En tout cas, là, vous avez de quoi commenter un arrêt, de quoi voir les commentaires, de quoi lire tout ça, et commencer à comprendre ce que c'est qu'en droit, commenter un arrêt. C'est retrouver d'autres solutions juridiques, d'autres justifications, critiquer la décision pour la portée qu'elle peut avoir. C'est compris? Voilà. Alors, cette notion de dignité humaine, elle a beau être la plupart du temps idiote de mon propre point de vue, pas du tout d'autres profs qui la trouvent très bien, et bien cette notion de dignité humaine aurait pu disparaître après cet arrêt-là, un peu symbolique, des composantes de l'ordre public. En fait, elle s'est récemment plutôt renforcée et confirmée. On a d'autres hypothèses. La dignité de la personne humaine a été reconnue d'ailleurs par le Conseil constitutionnel aussi. Dans une décision du 27 juillet 1994, numéro 94 343 et 344 DC. 27 juillet 1994, numéro 94 343 et 344 DC. Appelée loi bioéthique, les décisions loi bioéthique. Vous savez que régulièrement en France, nous avons des lois sur la bioéthique pour faire évoluer cette matière, après des gros débats souvent. Eh bien là, c'était une des hypothèses. Ces lois bioéthiques sont souvent contestées devant le Conseil constitutionnel, notamment parce qu'elles permettent de plus en plus de choses, et tous les défenseurs de la vie, tous les défenseurs et aussi des groupes para-religieux, etc., cherchent à les attaquer parce qu'ils considèrent qu'elles portent atteinte à la vie telle qu'elle doit être, telle que l'homme n'a pas le droit d'y toucher. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de ces lois bioéthiques. La bioéthique est une des matières du droit public, des libertés individuelles qui est importante et qui se travaille dans les laboratoires, et vous pouvez faire des masters de droit des libertés pour travailler en bioéthique. Il y a des référents bioéthiques dans les laboratoires et des choses comme ça. Alors, donc le Conseil constitutionnel a reconnu dans cette décision la dignité humaine comme un droit de valeur constitutionnelle. Le droit européen aussi utilise la dignité humaine. On la retrouve dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union, qui, vous savez, est opposable depuis le traité de Lisbonne. Cette charte dispose, ouvrez les guillemets,
L'union se fonde sur les valeurs indivisibles. L'union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles. L'union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. L'union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Vous voyez le lien avec le droit français. Liberté, égalité, fraternité. Vous voyez qu'on a là, pour l'Union européenne, 4 valeurs principales. Les 4 grandes valeurs, comme nous, on a dans notre devise liberté, égalité, fraternité, deviennent liberté, égalité, solidarité, et on sait le lien qu'il y a entre la solidarité et la fraternité. Vous voyez qu'on n'est pas très loin avec ces 2 valeurs-là, mais dans l'Union européenne, on rajoute la dignité humaine. Donc vous voyez la force juridique qu'a cette valeur de dignité humaine. Et puis, surtout, la jurisprudence administrative a, de temps en temps, réutilisé la dignité humaine. Je vais vous en donner 2 exemples. D'abord, un arrêt, une étoile, de la CAA de Versailles, la Cour administrative d'appel. Alors oui, depuis 1989, on a 2 degrés de juridiction en droit administratif, comme ce que vous avez vu en droit privé. On a les tribunaux administratifs, puis les cours administratives d'appel, puis le Conseil d'État. La différence avec la juridiction judiciaire, il y en a quelques-unes de différences. C'est-à-dire que le Conseil d'État aujourd'hui est un juge de cassation dans bien des cas, exactement comme la Cour de cassation. Il ne juge que le droit, sauf que, assez souvent, pour accélérer, il ne va pas renvoyer une cour d'appel et puis revenir à lui, ça arrive, mais il va parfois dire « je juge le droit, je sanctionne et je juge au fond directement ». Donc on gagne du temps. Et puis, dans certains contentieux, vous ferez ça l'an prochain en contentieux administratif, eh bien, le Conseil d'État va être juge en premier dernier ressort. C'est-à-dire qu'il va y avoir un seul jugement directement du Conseil d'État. Comme si, pour aller plus vite, on disait pas la peine d'aller devant les tribunaux judiciaires, pas la peine d'aller devant les cours d'appel, vous allez directement à la Cour de cassation, qui juge au fond. Et donc, de temps en temps, le Conseil d'État juge au fond, directement, en premier et dernier ressort, comme on le dit. D'accord? Voilà, ça existe. Alors, là, un arrêt de la Cour administrative de Versailles du 21 septembre 2006, CA à Versailles, 21 septembre 2006, consort P. P, ça a été anonymisé, il n'y a pas de nom. Consort P comme la lettre P. Voilà. Les consorts, c'est ce que c'est. Les consorts, c'est un groupe familial qui a les mêmes intérêts. Par exemple, quand un père de famille meurt, eh bien, il y a à la fois la femme, les enfants, les parents du père de famille, donc les grands-parents, qui vont demander une indemnité. Pour regrouper tous ces gens, on les appelle les consorts. Voilà, consort quelque chose. Et là, c'est les consorts P, le nom de famille a été anonymisé. Donc, consort P. En l'espèce, il s'agit d'un cas dans lequel la force publique n'avait pas été envoyée pour faire exécuter un jugement. De quel jugement s'agissait-il? D'un jugement visant à faire expulser des occupants sans titre. Disons-le en français moins juridique, il y avait des squatteurs dans une maison. Ces squatteurs dans une maison étaient une famille avec enfants. Les propriétaires veulent récupérer leurs biens parce qu'évidemment, cette famille ne paye pas les loyers, etc. Donc ils perdent de l'argent, ils ne peuvent pas utiliser leurs biens, ils ont perdu le fructus, diraient les privatistes. Et donc, par conséquent, ils vont devant le juge pour que on oblige la préfecture, la force de police, à évacuer les squatteurs. La loi est tellement dure à ce sujet, c'est tellement difficile de faire évacuer des squatteurs qu'elle est en train de changer. Il y a une proposition de loi pour simplifier, pour que les propriétaires puissent quand même récupérer leurs biens, parce qu'au bout de 48 heures, il n'y a presque plus rien à faire, ça dure au moins 6 mois. Et quand les 6 mois finissent en plein hiver, on ne peut pas non plus les expulser. Donc, quand quelqu'un prend une maison, que le propriétaire ne le voit pas dans les 48 heures, grosso modo, vous en avez pour 1 an de procédure avant de récupérer votre maison. Ce qui est un peu choquant. Donc, en l'occurrence, les propriétaires gagnent, ils demandent à la force publique de venir faire évacuer les squatteurs, mais la force publique refuse en disant « Mais non, il y a des enfants, je ne vais pas les mettre à la rue. »
Alors qu'il y a un jugement de droit civil disant qu'il faut le faire. Alors, comment est-ce que la Cour administrative d'appel a justifié cette décision? Eh bien, elle a dit cette décision est légale. Pourquoi? Parce que mettre des enfants à la rue dans ces conditions porte atteinte à la dignité humaine. Et pour protéger la dignité humaine, eh bien, l'autorité de police a pu ne pas envoyer les forces de l'ordre. Vous voyez qu'on est limite, et que là, ça fait bien privilégier la dignité humaine sur le droit de propriété et sur l'exécution d'un jugement rendu parfaitement légalement. D'accord? Aujourd'hui, la conséquence, c'est que les propriétaires dont on évacue pas les squatteurs peuvent agir en indemnité contre la préfecture qui n'a pas envoyé les forces de police, en disant, puisque vous ne l'avez pas fait alors que j'y avais droit, eh ben c'est à vous, préfecture, de m'indemniser des loyers que je ne gagne pas. Donc on retrouve un équilibre par ça. Mais auparavant, ce n'était pas possible. Deuxième arrêt, une ordonnance, plus exactement, Conseil d'État, ordonnance. C'est une forme de jugement à juge unique plus rapide. D'accord? Conseil d'État, ordonnance du 5 janvier 2007. Ministre de l'Intérieur contre association Solidarité des Français. Contre association Solidarité des Français. L'association Solidarité des Français est une association que certains d'entre vous trouveront pour le moins ambiguë. Pour le dire très simplement, c'est une association d'extrême droite, d'aide sociale. Donc, que fait cette association? Comme elle est d'extrême droite, elle se dit « Je veux aider les Français », association Solidarité des Français, mais je ne veux pas aider les immigrés parce qu'ils n'ont pas à être chez nous. Comment faire pour apporter à manger aux Français et pas aux immigrés? Surtout avec la difficulté que, l'air de rien, une partie des Français sont issus de l'immigration et qu'en fait, ce que ne veut pas cette association d'extrême droite, c'est donner à manger à des gens d'origine étrangère et pas du tout aux Français. Pas ceux qui montrent leur carte d'identité française. Il y a une vision raciale derrière. Une vision raciale ou une vision religieuse. Et ce qu'a trouvé cette association, qu'est-ce que c'était? De distribuer de la soupe aux cochons. Avec de la soupe aux cochons, se dit cette association, on a l'avantage de ne toucher que des bons catholiques, des bons protestants ou des gens qui n'ont pas de religion, mais au moins, tout ce qui est musulmans, juifs, ne vont pas venir à cette soupe puisqu'ils ne peuvent pas manger de cochon. Il faut reconnaître que c'est une vision un petit peu simplificatrice, parce qu'il y a quand même pas mal de musulmans qui mangent au moins un peu de cochon aujourd'hui dans nos contrées à nous. Le maire interdit les distributions de cette association d'extrême droite. Évidemment, ça va devant le Conseil d'État comme atteinte aux libertés. Et le Conseil d'État va juger que une distribution uniquement de soupe aux cochons, dans le but d'éviter que ceux qui ont des préceptes religieux leur interdisant à en manger ne viennent être aidés socialement, est contraire à la dignité humaine. D'accord? Alors, est-ce que ça me fait revenir sur mon idée que la référence à la dignité humaine n'est pas intéressante et que l'arrêt communément censuré, au fond, c'est un arrêt rigolo, il est sympa pour la deuxième année, etc., mais ce n'est pas un bon arrêt, c'est un arrêt qui n'aurait pas dû être pris. En fait, regardez, même les cas là dont je vous parle, les deux cas là, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu prendre exactement la même décision sur la moralité? Ben voilà, c'est immoral quand on fait de l'aide sociale de vouloir la réserver à certaines catégories de population sur des fondements religieux. C'est de la discrimination religieuse. Ça peut même être pris simplement en disant que c'est contraire au principe d'égalité. Voilà. Et dans la moralité, il peut y avoir un respect d'une égalité dans l'aide sociale. Pareil pour ce qui est de renvoyer à la rue des gens qui ont des enfants en bas âge. On peut dire que c'est immoral d'expulser des gens
qui pourraient rester vivre dans un endroit protégé et de mettre les enfants dans la rue. Vous voyez? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la dignité humaine? Oui, pour éviter juridiquement l'usage des circonstances locales. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de supprimer l'exigence de circonstances locales? Je pense que si. D'accord? Voilà. Grand B, l'ordre public spécial, fondement de la police administrative spéciale. Grand B, l'ordre public spécial, fondement de la police administrative spéciale. Ce qu'on a vu là, les 5 composantes, c'est ce qu'on appelle la police administrative générale. Générale, ça veut dire que c'est ce que le maire, comme titulaire de pouvoir de police, et même les autres titulaires de pouvoir de police, comme le Premier ministre, on le verra, peuvent utiliser pour fonder leurs mesures de police. Est-ce que ça recouvre tous les cas? Oui, c'est large, on vient de le voir. Ça recouvre beaucoup de cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des hypothèses dans lesquelles il faudrait des règles plus spécifiques? Prenez 2 cas particuliers, et notamment le cas de l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures de protection de l'environnement qui mériteraient autre chose que la référence à la salubrité ou à la sécurité, à la santé? Il est évident que la défense de l'environnement mérite à la fois des mesures spéciales, très spécifiques, et en même temps d'être justifiées spécifiquement par la défense de l'environnement. Eh bien, lorsqu'on a besoin de défendre spécifiquement quelque chose, et d'avoir des mesures très spéciales, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un texte, on prend une loi. Et ces lois mettent en place ce qu'on va appeler des polices, puisqu'il s'agit bien aussi de limiter les libertés en interdisant des choses, mais spéciales. Les polices spéciales, c'est des lois qui mettent en place, dans des cas particuliers, des mesures particulières pour protéger un intérêt d'ordre public. On va donc avoir des ordres publics spéciaux. L'ordre public environnemental, de la défense des espèces, va permettre, dans le Code de l'environnement, d'avoir des autorités particulières qui vont prendre des mesures particulières pour défendre l'environnement. On est dans la police, mais ce n'est pas la police générale, c'est la police spéciale. Il est 12h20. C'est l'heure de nous arrêter et je vous dis à la semaine prochaine.